santé compte énormément pour moi, puisqu'on y a passé des temps très importants, en fait, avec nos enfants, Christine, mon épouse, et mes 3 filles, qui, d'ailleurs, on a tous énormément appris de la Vendée, sur le plan humain, sur le plan professionnel. Je crois que mes filles ont beaucoup appris, parce que ça aurait été des petites Parisiennes, ça leur a permis de voir une autre partie de la France, et on garde un souvenir formidable. Puis c'est des amis, hein, Annette, évidemment, et puis Yves. D'ailleurs, quand Yves m'a appelé l'an dernier pour me proposer, mon petit cœur a bondi. Hein, donc je me dis, chouette, c'est une très bonne idée. Et puis quand vous êtes revenus en décembre pour mettre ça sur pied, j'étais très heureux. Hein, voilà. Donc je voulais vous remercier tous, vous dire d'abord que je suis très heureux. Je vous remercie beaucoup d'être... Ah oui. Oui, donc ça, vous m'arrêterez quand je ne parle pas, vous levez la main parce que je parle un petit peu vite. Hein, donc il faut me freiner. Donc non, je voulais vous dire, je suis très heureux d'être parmi vous. Et en fait, donc j'ai compris que je vais commencer à faire un petit topo. Au début, je me disais 5 minutes. Bon, Yves m'a dit 1 heure. Bon, donc je suis quelqu'un qui préfère beaucoup questions-réponses. Hein, mais je vais essayer de vous donner quand même un certain matériau pour pouvoir engager le dialogue. Et au fond, je voudrais aussi vous remercier chacun d'entre vous d'être venus. Parce que c'est sûrement dans une vie de travail et une vie d'entrepreneur difficile de passer du temps. Je pense que c'est une respiration absolument essentielle. Donc c'est une très bonne idée de pouvoir s'exprimer sur la durée. Hein, parce que la tyrannie de vous pouvez dire quelque chose, vous avez 10 minutes ou 5 minutes, c'est absolument dramatique. Je pense qu'avoir le temps de pouvoir discuter est une énorme valeur. Hein. Donc je crois que les organisateurs, vous avez entièrement raison, c'est très agréable d'avoir le temps de pouvoir s'exprimer. Alors, en fait, on a un petit peu conçu avec Yves mon topo liminaire. Bon, Yves m'a dit, il faut que vous parliez de vous. Alors, moi, j'aime pas trop parler de moi, mais il m'a dit, non, ça va être amusant, peut-être que vous expliquez votre parcours, et au fond, qu'est-ce qui vous a, dans toute votre vie, qu'est-ce qui vous a fait courir ou qu'est-ce qui vous a motivé, hein. Donc, je vais essayer de le faire dans un premier temps. Ensuite, je crois que l'expérience que je peux partager avec vous, qui peut être la plus intéressante, c'est que moi, je n'ai vécu que des PME qui sont devenues leaders mondiaux. Donc j'ai toujours travaillé dans les toutes petites entreprises. Je crois que quand j'ai rejoint Beneteau, il devait y avoir peut-être 100 personnes. En tout cas, je peux vous dire que la première fois où j'ai rencontré Annette Roux, le chiffre d'affaires de Beneteau, c'était 3 millions d'euros. Hein, donc ça veut dire que j'ai connu la toute petite entreprise et on verra ici lors c'est pareil. Donc j'ai vécu ce qui se passe, alors c'est un horizon de temps de 40 ans, hein, les choses ne se font pas du jour au lendemain, il faut parfois plusieurs générations. Mais donc j'ai vécu le passage d'une petite PME à des groupes mondiaux. Donc ça m'amuserait beaucoup de vous le partager parce que je pense que tout le monde peut faire grandir son entreprise en jouant bien la mondialisation. Et puis en troisièmement, je vous dirais un petit peu l'expérience que j'ai. Je crois que les Français sont extrêmement doués. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que les Français n'aiment pas la mondialisation. Ou au moins, quand vous lisez les journaux, vous ne voyez que des présentations catastrophiques de la mondialisation. Personnellement, je n'ai vécu que des côtés heureux de mondialisation. Alors, c'est très dur. Ça demande de voyager, s'expatrier, enfin on n'enfile pas des perles, mais moi j'ai connu vraiment que des entreprises qui avaient énormément grandi par la mondialisation. Et je voudrais dire, on parlera beaucoup de temps, le français est très doué. Je pense que le français, quand on le prend bien, et quand on le prend en confiance, est un des meilleurs soldats du monde. Napoléon disait d'ailleurs, les soldats français, c'est les plus intelligents du monde, c'est les meilleurs. Simplement, il faut bien leur parler. Et un Français a besoin de tout comprendre pour pouvoir agir, et il a besoin d'avoir un climat de confiance. Et dès que le Français est en confiance, c'est un être exceptionnel. Et moi, je peux attester, puisque je n'ai travaillé que pour des entreprises françaises, que les Français sont extrêmement dégourdis dans tous les pays du monde, notamment en Chine et en Inde. Surtout, je vous viendrai dessus la suite, dès que les situations sont compliquées, un peu foutoirs, le Français est l'être humain le plus dégourdi au monde, et donc, en fait, il ne faut pas avoir peur de la mondialisation. Ce sera la dernière partie. Alors, je vais recommencer par mon histoire, Yves. Écoutez, bon, j'aime pas trop parler de moi, mais si ça peut être utile, je vais le faire. Je pense que le plus important, c'est d'abord ma famille. J'ai la chance d'être né dans une famille très aimante, hein, très équilibrée, des provinciaux, hein, puisque moi-même je suis breton et savoyard. Hein, je suis breton de mère et savoyard de père, et les deux familles, c'est des bons bourgeois. Qui ont donc des côtés des médecins, des entrepreneurs, des militaires, enfin il y a tous des religieux, il y a un peu tout le monde, mais ce sont des gens qui sont très bien dans leur peau. Hein. Et donc les gens, ce sont des ménages durables, donc des familles assez solides, et donc je crois qu'il y a sûrement un équilibre que j'ai eu toute ma vie et que j'ai toujours grâce à ma famille. Donc je dois toujours dire ça. Alors ensuite,
J'étais donc parisien, mes parents étaient donc des Savoyards et des Bretons qui se sont rencontrés à Paris, donc on est parisiens de première souche, mais j'ai gardé des attaches très profondes avec la Savoie, la Bretagne, et puis dès qu'on me donne l'occasion de venir en Vendée, je suis mon petit cœur bondit. Bon. En fait, j'ai fait des éducations chez les Jésuites, et en fait, j'ai été mené sur les éducations, j'étais à Sainte-Geneviève pour préparer les grandes écoles. C'était pas une décision personnelle, c'est mon père qui m'avait imposé de faire... alors lui, il voulait que je fasse Polytechnique. Alors moi, je n'étais pas doué en maths, je voulais faire HEC. J'ai appris après que lui, il voulait faire Polytechnique et que son père lui avait forcé à faire HEC pour diriger l'usine de pâtes familiales. Bon, donc mon père n'était pas tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il m'a forcé à faire Polytechnique. Alors là, ce n'était pas une décision. Alors quand je suis rentré au Pont HEC, alors j'ai dit maintenant papa, j'ai fait mon boulot. Et donc là, la décision que j'ai prise, d'abord je suis marié, donc mon épouse est là. Donc ça c'est quand même la grande décision de la vie quand même. Bon. Et puis ensuite on a pris une décision avec Christine, c'est d'aller aux États-Unis. Hein. Et donc on a été au MIT. Hein. Alors c'est la première décision prise. Voyez. Alors là ça a été une ouverture extraordinaire parce que c'est bien sûr c'est la méthode américaine d'éducation, mais les Américains sont très intéressants. C'est un peuple très positif qui pardonne l'échec. Dès qu'on tombe, c'est pas grave pourvu qu'on se relève. C'est un peuple dans lequel on apprend très bien à communiquer. Les élèves, moi j'étais surpris quand j'arrivais au MIT, prenaient la parole pour dire n'importe quoi. Alors moi en tant que Français, je dis mais j'oserais pas dire un truc comme ça, je vais me faire casser. Et puis pas du tout, les profs disaient écoutez c'est très bien, bon ce que vous dites n'est pas tout à fait juste, mais n'hésitez pas à vous exprimer. Donc en fait, les Américains ont pris un sens de la communication, c'est parfois un petit peu creux, mais il y a un effet d'expérience qui se met en marche et donc j'ai beaucoup appris de ce côté-là. Et alors là, surtout ce que j'ai rencontré, c'est que j'ai rencontré l'affaire Boston Consulting Group, donc qui était à Boston, qui est un des plus grands consultants du monde, au moins à l'époque, et qui l'est toujours d'ailleurs. Donc, et là, je suis rentré dans cette entreprise. Alors d'ailleurs, c'était une affaire assez drôle parce que j'avais signé avec un groupe, d'ailleurs c'était Creusot-Loire, hein, c'était Creusot-Loire. Et j'étais pas très très heureux de cette signature, donc je rentrais dans une affaire industrielle, ça me plaisait à moitié, et j'avais signé, et je rentrais un lundi matin, et le dimanche soir, un bon copain du BCG me dit Xavier, tu fais la bêtise de ta vie, Bruce Henderson, alors Bruce Henderson c'était le fondateur du BCG, est demain à Paris, il faut que tu le vois. Alors je lui dis François, je ne vais pas faire le coup, j'ai signé. Il m'a dit écoute, tu expliqueras que tu arrives un jour plus tard, il faut que tu rencontres Bruce Henderson. Alors pour un Fontanais, quand on connaît les Fontanais, dire à son employeur écoutez, j'arrive un jour plus tard, en donnant un prétexte pas tout à fait juste, ça a été un petit peu un cauchemar pour moi. Bon, mais enfin, il se trouve que je l'ai fait. Et alors ma vie a été faite de chance et de rencontres. Alors ceux que ça amuse, il faut lire le livre, parce que j'explique tout ça dans le détail. Mais alors donc, j'arrive au BCG, c'était une toute petite boîte, il y avait 5 ou 6 personnes, des cartons, enfin c'était complètement foutoir. Et la chance a voulu que Bruce Henderson, le grand président, à déjeuner, était planté, parce qu'un groupe industriel finalement avait repoussé le déjeuner, donc il se trouvait tout seul. Et on dit Xavier, discute avec lui. Alors, vous, ça ne vous dit pas grand-chose, mais à l'époque, Bruce Henderson, qui était l'inventeur de la courbe d'expérience, tout ça, était un véritable mythe aux États-Unis. Et donc, le jeune Fontanais se trouve à déjeuner avec Bruce Henderson. Pour moi, c'était inimaginable d'être tout seul 1h30 avec cet homme-là. Alors, on a commencé à discuter alors, très très fort. Et alors, à un moment donné, il fait un geste parce que je le critiquais ou je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait. Et d'un geste, il renverse sa soupe sur son pantalon. Alors d'abord, il avait commandé une soupe à déjeuner, déjà c'est un peu tordu. Et alors, le plus intéressant, c'est qu'il renverse sa soupe sur son pantalon, il jette le truc, il fait comme ça, et on rediscute. Alors là, je me suis dit, je rentre dans cette boîte. Parce que pour qu'un PDG reçoive un petit jeune comme ça, lui accorde une attention, s'accroche avec lui, soit complètement insensible à la soupe qui est tombée, je lui dis, c'est une boîte géniale, je suis rentré. Et donc ma vie a basculé finalement grâce à cette soupe. Et ce petit mensonge, voilà. Bon, voilà. Alors, voilà un petit peu. Donc, le BCG a été une époque absolument prodigieuse pour moi. Alors, la raison, c'est que ça m'a donné un substrat intellectuel. Hein, c'est-à-dire que, en fait, j'ai appris ce que c'est que la concurrence et la capacité à jouer dans un monde de concurrence. Hein, alors, c'est que la concurrence, on n'aime pas ça en France. On l'aime bien quand on a un match de foot, mais on l'aime pas quand ça vous concerne vous. Hein, bon, parce que la concurrence, c'est la flexibilité. Mais la concurrence, c'est aussi un autre nom qu'on peut donner à la liberté. Hein. Alors, quand vous faites du business mondial, vous savez ce que c'est qu'un peuple libre. Et vous savez ce que c'est qu'un peuple pas libre. Hein.
travailler dans des pays où il n'y a pas de liberté, je peux vous dire, c'est du coton. Hein. Et donc, évidemment, la liberté, c'est la concurrence, mais je préfère 100 fois le stress de la concurrence économique à la situation qu'on vit quand on est des pays sans liberté. Hein. Donc, on y reviendra. Et donc, là, j'ai reçu vraiment une espèce de savoir-faire. Comment se débrouiller mieux que les autres. Voilà, c'est ça. Hein. Comment être heureux dans un monde de concurrence. Comment utiliser le concurrent pour progresser. Alors tout ça, on pourra beaucoup en discuter. Au fond, c'est peut-être la chose que j'ai apprise au BCG. L'autre gros cadeau que m'a fait le BCG, finalement, ça a été Beneteau et Essilor. Alors Beneteau, l'histoire vaut le coup de raconter. Et donc Annette Roux, je peux parler tranquillement parce que avec Annette Roux, on a gardé un petit peu de discrétion pendant une vingtaine d'années. Et puis quand j'écris le livre, vous verrez dans le livre, il y a beaucoup sur Beneteau. Et donc j'ai dit à Annette, écoutez, est-ce que j'en reparle ou pas? Je lui ai montré le papier, elle m'a dit, Xavier, allez-y, ça me fait très plaisir. Donc voilà. Donc je vais sortir un tout petit peu de la discrétion. Donc j'ai rencontré Annette Roux, alors en fait c'était dans les années 73. Alors je me rappelle toute ma vie, le chiffre d'affaires de Beneteau c'était 3 millions d'euros. Donc c'était. Alors la raison qu'on l'a rencontré, c'est que j'ai un très bon copain qui travaille pour Camping Gaz. Vous allez voir de quoi la vie est faite. Il travaillait pour Camping Gaz. Et donc il faisait une stratégie pour Camping Gaz. Et donc il interviewe Louis-Claude Roux. Parce que Louis-Claude Roux était le plus gros distributeur de Camping Gaz dans toute la région. Et donc le copain qui l'interviewe passe une après-midi avec Louis-Claude. Moi j'adorais absolument Louis-Claude. Et alors on a, et Annette évidemment, mais Louis-Claude est un type exceptionnel. Et il passe toute l'après-midi à faire de la stratégie. Hein, alors donc Louis-Claude avait expliqué ça, où il avait ses implantations, et puis il faisait un jeu d'échecs avec les concurrents pour gagner. Et donc l'heure passe, et à 8h du soir la lumière tombe. Le copain avait oublié de prendre son train, et Louis-Claude lui dit, mais où est-ce que vous vous couchez? Ben, je rentre à Paris. Ben, Louis-Claude dit, c'est pas de peau, il n'y a plus de train, plus d'avion, ben, venez donc chez moi. Et donc Louis-Claude emmène mon copain, et il tombe devant Annette. À l'époque, donc Annette avait même pas 30 ans, je crois. Et donc il discute de Beneteau, et en rentrant, le copain dit, Xavier, j'ai trouvé une boîte absolument géniale, Beneteau, Madame Roux, Louis-Claude et Annette, il faut absolument que BCG travaille. Alors, le problème qu'on avait, c'est que, en gros, nos taux étaient trop élevés pour payer, et donc je voulais absolument travailler avec elle, et donc j'ai rappelé Bruce en disant, on a trouvé une boîte géniale, vous me laissez travailler à moitié prix. Et puis j'étais voir les copains, j'ai dit, tous ceux du BCG qui font du bateau, vous venez sur l'étude, simplement vous mettez la moitié de vos heures, et je vous passe des bateaux le week-end. Voilà. Et donc, ça a permis à une toute petite société de travailler. Alors, l'histoire est encore plus étonnante, et on va parler de Jeannot, si vous voulez, mais ça, Annette va être d'accord que j'en parle. En fait, on a failli pas faire affaire parce que, évidemment, il y avait l'anglais. Madame Roux était, à l'époque, oui, Beneteau était tout petit. Hein. Et puis surtout, elle disait, les Américains, vous n'allez pas pouvoir travailler avec moi, etc. Et alors, la chance a voulu que Madame Roux elle tenait entre les mains une feuille. Mais je lui dis, madame, qu'est-ce que c'est? Ben, elle me dit, monsieur Fontanet, c'est mon bilan. Mais j'ose pas vous le montrer. Ah, ça commence à devenir intéressant. Je lui dis, pourquoi? Alors elle me dit, parce qu'il n'est pas beau. Alors je lui dis, madame Roux, qu'est-ce qu'un beau bilan? Ben, elle dit, mais moi je suis très endetté. Mais je lui dis, madame Roux, c'est pas forcément mal d'être endetté. Il y a des cas où il faut s'endetter. Et je regarde le bilan. Effectivement, à l'époque, alors si vous vous souvenez, ceux qui connaissent, 73-76, Beneteau était endetté à 2 fois les capitaux propres. Et Beneteau ne versait aucun dividende. Donc c'est évident, l'entreprise était beaucoup plus petite que Jeannot. À l'époque, elle était 4 fois plus petite que Jeannot. Hein. Donc on est sur des sujets délicats, mais ça vaut le coup de raconter l'histoire tout de même, parce qu'on est au cœur de la stratégie de la mondialisation. Donc on regarde le truc, et je lui dis, madame Roux, est-ce que je peux voir le bilan de votre concurrent? Ah, mais je ne veux pas vous le montrer. Pourquoi? Parce que c'est un très beau bilan. Mais j'ai dit, madame, qu'est-ce que c'est qu'un beau bilan? Ah, un bilan sans dette. Mais j'ai dit, madame Roux, c'est pas forcément un beau bilan. Montrez-moi, moi je suis comme un médecin. On regarde le bilan de Jeannot. Alors je ne sais pas s'il y a des gens de Jeannot qui sont encore dans la pièce, mais enfin, je pense que c'est important de se dire ça parce que c'est au cœur de la stratégie, tout ça, hein, et donc de la mondialisation. Et donc je regarde le bilan, d'abord pas de dette. Mais alors le truc qui saute aux yeux, dividende, 80% des résultats. Alors là je lui dis, là mon centre consultant fait qu'un tour, je dis, madame Roux, écoutez, donnez-nous une étude. Vous êtes 4 fois plus petit. Moi, je vous dis, avec une étude, vous serez leader mondial dans 10 ans. Et donc, évidemment, ce qui se passait, et donc il faut lire le livre pour tout comprendre, c'est que Jeannot, en fait, était filiale d'un groupe américain, Bangor Punta. Tout le monde pensait que le fait d'être puissant et d'être adossé à un groupe donnait encore plus de force. Ce qui se passait était exactement l'inverse, puisque le groupe, en fait, demandait des dividendes à Jeannot pour financer Piper Aircraft, et donc ils ont pompé la maison. Et donc, c'est grâce à ça que Beneteau, qui s'est endetté, qui ne payait pas de dividendes, a réussi à croître
beaucoup plus vite. Donc tout ça c'est expliqué dans le livre. Donc ça, vous lisiez absolument le livre. Et donc ça explique comment on a réussi à... Oui, non, mais je vous invite, bien sûr. Donc, je suis un vendeur, vous allez voir. Donc, voilà. Donc c'est ça qui a expliqué. Donc ça a été pour moi une aventure extraordinaire. Alors, si vous voulez, moi j'étais donc une famille où il y a assez peu de chefs d'entreprise. Le seul grand était mon grand-père qui a fait... Bon, l'entreprise a fait faillite de pâtes alimentaires en Savoie. Donc il y a plutôt des médecins. J'avais rien du businessman. C'est vraiment Anetro et Louis-Claude qui m'ont mis en scène dans le vrai business. Hein. Beneteau m'avait donné, BCG m'avait donné la capacité intellectuelle. Vraiment, Louis-Claude et Annette m'ont vraiment mis en scène. J'ai compris ce que c'était que le vrai business. J'ai compris ce que c'était que le cash. Quand une affaire croît 45% avec un endettement 2 pour 1, pour faire les payes, je me rappelle, on était obligé de vendre les bateaux, faire les factures. On allait à la banque au Crédit Lyonnais qui endossait les factures, et on faisait la paye comme ça. Alors pour moi, à qui toute la famille avait dit « Xavier, l'argent, ça compte jamais, il n'en faut pas trop, il en faut suffisamment, mais pas trop, on ne parle jamais de ces choses-là », j'ai compris que c'est des choses importantes. Donc vraiment, merci Annette, merci Louis-Claude, et merci la Vendée, parce que ça m'a vraiment fait un bien fou. Bon, alors, il s'est trouvé, alors ça c'était que, bon, je pense que si Christine et moi on s'était installés en 81 à Nantes, la vie aurait été différente, parce que quand nos filles ont eu 14 ans, 15 ans, il fallait qu'elles partent en pension, se trouver tout seul à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec 3 filles qu'on adore. Bon. Donc finalement, c'est là que j'ai dit à Annette, écoutez, bon, la vie m'appelle. Donc voilà, donc c'était un petit moment un peu délicat, mais enfin bon, ça c'est la vie. Et donc ils ont très bien compris, Louis-Claude et Annette ont très bien compris. Donc je suis rentré dans les cantines. Alors les cantines, c'est la restauration d'entreprise, donc c'est un monde complètement différent. C'était là une très grosse entreprise, le reste. Donc il y a une entreprise qui fait, à l'époque, quand on est parti, il y avait 2 millions de repas jour, vous voyez, c'était une grosse entreprise. Et puis donc là, j'ai appris ce que c'était qu'avoir des difficultés avec l'actionnariat, parce que l'actionnaire Wagon-Lit, il y avait en gros 4 actionnaires à égalité qui se battaient. Donc ça rendait le management absolument impossible, parce qu'on ne peut pas faire de stratégie quand 4 actionnaires se battent. Et à un moment donné, j'ai dit aux actionnaires, vous avez ras-le-bol, si vous faites ça, je fous le camp. Bon. Et puis ils l'ont fait, donc je suis parti. Et alors la chance, parce que la chance m'a toujours complètement aidé dans la vie, le lendemain du jour où je disais à mes actionnaires, si vous faites ça, je pars, parce que je ne supporterai pas cette situation, je prends l'avion avec Gérard Cottet, qui venait d'être nommé président des Silor et qui cherchait un DG. Et donc j'avais été consultant des Silor, j'avais été consultant, et la vie est extraordinaire, mais j'écoute, j'ai dit Gérard, j'ai plus de job. Et bien il dit Xavier, je te prends, voilà. Et ça s'est passé comme ça. Et donc l'histoire est folle, alors là, aussi parce que je voyageais, hein. On voyage tous beaucoup, donc je rencontre toujours du monde dans les avions, et donc il faut dire à tous les jeunes, voyagez, parce que c'est dans les avions qu'on rencontre les gens les plus intéressants. Bon, alors après ça a été l'histoire des Silor, voilà. Hein. Alors, bien, je viens d'en sortir, puisque c'est au 2 janvier que donc j'ai quitté la présidence, en toute sérénité, pour passer les commandes à Hubert Sagnières, donc bon, pouvoir en parler de tout ça. Et puis alors donc... Le livre, en fait, c'est parce que quand on a fait dans les affaires compliquées, et je bénis le ciel d'avoir pu choisir mon successeur. Je bénis le ciel que le conseil d'administration ait validé un processus dans lequel ce soit le management qui choisisse le successeur, qu'on l'ait pris dans la maison. Hubert Sagnières, moi, ça fait 15 ans que je l'observe. Ça fait 5 ans que j'ai décidé, avec un de mes collègues, je parle toujours d'Alfroy, qui était le directeur général, mon directeur général, on a été un tandem. Alors moi j'étais plus en avant en tant que PDG, mais il y a eu derrière Fontanet, Alfroy, qui est un type extrêmement costaud. On parlera, il faut souvent des tandems. Je crois que les gens tout seuls ont très rarement la capacité d'avoir les talents qu'il faut, puisqu'il faut l'eau et le feu. Il faut le cerveau gauche et le cerveau droit. Et donc c'est souvent des binômes. Hein. Alors, il y en a souvent un qui a la modestie de s'effacer. Donc je parle toujours d'Alfroy comme mon binôme. Ben, voilà. Donc en fait, on a eu la chance de choisir Hubert. Et donc, comme il était au Canada, on lui a donné le temps. On lui a donné 1 année en disant, écoute Hubert, tu es patron des US. Est-ce que vous et votre épouse êtes prêts à prendre le job? Parce que ce n'est pas une sinécure. Il a accepté. Et donc, il y a 2 ans, on a splitté le job de PDG. C'est-à-dire qu'Hubert est passé de patron des Silor US à directeur général du groupe. Il a eu 2 ans pour apprendre toute la partie Europe et Asie et toute la partie recherche et développement. Pendant ce temps-là, moi j'ai pendant 2 ans travaillé à la gouvernance des Silor
et monter un conseil d'administration capable d'accompagner Essilor dans les 15 ans qui viennent, parce qu'on est tous convaincus qu'Essilor va doubler ou tripler, puisqu'on est en fait le leader en Chine, en Inde et au Brésil. Donc on a devant nous une avenue de croissance plus grande peut-être aujourd'hui qu'on l'avait il y a 15 ans, parce qu'on a en fait la Chine, l'Inde et le Brésil qui sont en train de partir comme des véritables fusées. Voilà. Et donc, moi j'ai travaillé pendant 2 ans à m'assurer que le conseil d'administration serait capable d'aider Hubert à cette formidable transformation d'Essilor qui va arriver maintenant, hein, qui est en train d'arriver maintenant avec la Chine et l'Inde surtout. Hein, voilà. Donc voilà un petit peu donc je remercie beaucoup le ciel d'avoir pu faire ça en douceur. Alors quand j'ai demandé à mes collègues conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire quand on passe la main, je rends hommage à M. Owen Jones qui a été le plus clair avec moi, qui m'a dit: Xavier, tu fous le camp. C'est-à-dire que quand tu passes la main, tu fous plus les pieds au bureau. Hein. Et donc, j'ai dégagé complètement. Hein, et donc, je m'occupais que du conseil. Hein, ça, c'est très important, de façon à ce que l'équipe prenne la place, surtout quand vous avez été longtemps dans la maison, tout le monde vous connaît. C'est-à-dire que les gens savent à un clignement d'œil si je suis d'accord ou pas. Ils lisent mon visage, ils sont capables de dire, et Dieu sait si j'ai appris à masquer mes impressions, hein, Dieu sait si j'ai appris, eh bien ils savent si je suis d'accord ou pas. Et donc c'est impossible pour le management. Donc Xavier a dégagé, et c'est ça qui fait le livre. Hein. J'ai fait des conférences, et comme celle-là, des gens sont venus, m'ont dit: Xavier, il faut écrire, et puis voilà. Hein, voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire spontanée, pourquoi je suis là, et voilà. Hein. Bon. Alors, maintenant, je vais peut-être vous passer comme un autre sujet. Je vais vous parler de la conquête d'Essilor, si vous voulez. Hein, donc on va faire maintenant l'histoire d'Essilor, et puis après et vous expliquer comment cette affaire a monté. Alors, Essilor est une affaire très étonnante, parce que, en fait, elle est née... Alors, la naissance d'Essilor, 1973. Donc, ça veut dire il y a 38 cas, 73, 27, 38 ans. Hein, 40 ans. On va faire 40 ans d'Essilor. Alors, en fait, on met la naissance d'Essilor parce que c'était une fusion. Essilor, ça a été la fusion de 2 leaders français qui étaient à 2 doigts de se tuer l'un l'autre. C'était SL. Alors, SL, c'est SL, Société des Lunetiers. C'était une coopérative ouvrière, c'était des proudhoniens, communistes, qui avaient voulu montrer qu'on peut être communiste et faire du business. Donc, c'est Fourier, Proudhon, toute la bande. Hein. C'était né à la Commune de Paris, et c'est les gens qui ont inventé Varilux. Hein, il y a beaucoup de Varilux dans la salle. Donc, SL, c'était le champion de Varilux, et ils se sont mariés avec l'opposé total, Silor. Alors, Silor, c'est la filiale de Lissac. Vous connaissez peut-être les magasins Lissac. Alors, Lissac était un homme absolument génial, et c'est lui qui avait inventé le concept du très grand magasin à étage. C'est une chaîne qui, depuis, a eu moins de succès, mais à l'époque, ils inventaient les grands magasins à plusieurs étages, de gros magasins d'optique énormes. Hein. En général, le magasin d'optique, c'était ça. Et ils avaient eu un ingénieur génial qui s'appelait René Grandperret, qui avait inventé le verre plastique. Et il faut savoir que dans le passé, tous les verres étaient en verre. Donc SL était le champion du verre en verre, mais que le verre en verre, ça se casse, ça ne coupe pas les UV, ça a beaucoup de défauts, c'est très lourd. Et eux, ils avaient inventé le verre organique, un verre plastique qu'on fait en mélangeant des matériaux chimiques. Et donc, on avait un risque que ces 2 boîtes se cassent, parce qu'ils étaient tous les 2 à égalité, sur les mêmes clients, et je te cogne, etc. Et les 2 présidents d'SL et de Silor, et Lissac, ont eu la sagesse de dire: on va arrêter le jeu de massacre, on va se marier. Et alors, moi, c'est à ce moment-là que je suis rentré avec eux, puisque j'étais au BCG à ce moment-là, et donc j'ai accompagné Essilor pendant 8 ans, j'étais le consultant de base, et donc j'ai vécu toute cette... donc j'ai passé au fond peut-être 30 ans chez Essilor, 8 ans comme consultant et 20 ans comme opérationnel. Et donc c'était absolument passionnant de les voir, et alors toute l'astuce de la fusion, c'est qu'on a tout tourné sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas du tout occupé de dire il y a 2 directeurs financiers, on n'en veut qu'un, avec tous ces âneries. On a dit... Alors moi, je sais que je vivais ça comme consultant. Celui qui va gagner, c'est celui qui conquiert le monde plus vite que l'autre. Et donc, les gens d'Essel n'ont eu qu'une idée, c'est démontrer qu'ils étaient meilleurs que les Silor en développant le Varilux partout dans le monde. Et les gens de Silor n'ont eu qu'une idée, c'est de montrer qu'ils étaient meilleurs que ceux d'Essel en développant le maximum le verre organique dans le monde. Et donc, cette entreprise s'est mise à croître comme une fusée, parce que toutes les énergies ont été sur l'extérieur. C'est De Gaulle a toujours dit, l'Europe se fera si les Européens ensemble conquièrent le monde. S'ils regardent le nombril, ils sont foutus. S'ils conquièrent le monde, ils vont. Et donc en fait, Essilor, c'est une petite Europe qui a réussi, parce qu'on a
l'entreprise a conquis le monde. Voilà, hein. Alors, Essilor, c'est des gens très simples. Hein, c'est des gens normaux. Il n'y a pas de grands génies, il n'y a pas d'énarques, il n'y a que des gens de terrain. En gros, il y a du côté de SL, donc Société des Lunetiers, des mécaniciens de génie, des gazards. Hein. Tout ce qui est SL, c'est fondamentalement des techniciens, c'est des gazards. C'est une maison de gazards qui sont des mécaniciens de génie, qui font des automates incroyables, qui adorent le détail. Donc ça, c'est vraiment, il y a une compétence technique complètement exceptionnelle, mais je pense qu'on trouve exactement les mêmes en Vendée. Hein, faut pas se faire de... C'est des Meusiens. Et les Essilor, il faut dire que c'était des commerçants absolument d'anthologie. Ce sont des, on les appelait les moines soldats. Ce sont des gens qui sont partis avec femmes et enfants, s'installer dans le monde entier. Ils ont monté un réseau d'usines extraordinaire. Et on les appelle les moines soldats. Et au fond, Essilor, ça a été fait par des gazards de génie et des moines soldats absolument inconnus, mais qui ont été s'installer il y a 30 ans dans les pays les plus tordus du monde. Et donc l'entreprise était une entreprise absolument magnifique de ce point de vue-là, mais c'est fait avec des gens extrêmement simples. Alors, le hasard, donc on revient à mon histoire, donc moi je dis au wagon-lit, écoutez, si c'est ça, c'est fini, bon, et puis voilà. Alors en 90, on a eu un petit passage un petit peu à vide, c'est que l'entreprise s'était développée tellement vite qu'il faut dire que ça allait dans tous les sens. Et alors deuxièmement, il y a eu un problème concurrentiel, c'est que le dogme qu'avait Essilor, c'est quand même on a deux pieds pour bien marcher, on a les montures, on a les verres. Hein. Vous savez que bon, un verre, voilà, c'est ça le produit. Et ce produit s'est fait deux composants complètement différents. Il y a les montures d'un côté et de l'autre côté le verre. Alors l'opticien, vous les met ensemble, mais ce n'est pas du tout le même métier. Parce que le métier de la monture, c'est exactement le métier textile. C'est de la mode, c'est de la mécanique, c'est du design. Et donc ça. Alors que le verre, ça n'a strictement rien à voir. C'est de la chimie, c'est des mathématiques et c'est un rapport avec les ophtalmos. C'est médical. Et donc en fait, on avait deux maisons, il y avait une maison monture et une maison verre. Alors en 90, la maison verre était pratiquement leader mondial, avec un très gros danger, c'est qu'il y avait un japonais et un australien qui croissaient beaucoup plus vite. Les verres gagnaient de l'argent et les montures en perdaient. Parce qu'en monture, on avait en face de nous Luxottica, qui est un génie italien de la monture, et de même que les Italiens sont imbattables en textile, c'est pareil en monture. Donc Essilor était aussi gros que ses concurrents en verre, mais était 4 fois plus petit en monture. Et il y avait une autre ligne de produits importante, c'était les verres de contact, où là Essilor était 10 fois plus petit que les gros du verre de contact, qui étaient des pharmaciens. Donc il y a eu un choix assez dur. Donc il y avait en gros 2 tiers du chiffre d'affaires en verre, et 1 tiers du chiffre d'affaires monture, verre de contact. Les verres gagnaient de l'argent, mais il fallait renvoyer du fric dans les montures verres de contact. Et donc moi j'ai dit au conseil, si on continue comme ça, en fait on risque de se faire avoir parce que les concurrents verts vont beaucoup plus vite et dans 3-4 ans ils sont devant nous. Et à ce moment-là, si on a encore les montures qui nous plombent, bon, donc on a pris une très très grosse décision qui a été de couper l'entreprise et on a enlevé en gros 1 tiers du chiffre d'affaires. Donc il y a eu 5 ans qui ont été extrêmement douloureux, dont on n'a pas trop parlé, mais dont on peut parler un peu maintenant parce que ça s'est passé il y a 20 ans, dans lesquels on a en gros enlevé 1 tiers du chiffre d'affaires. Hein. Alors comment est-ce qu'on l'a fait? C'est qu'on l'a fait élégamment, c'est-à-dire qu'on a en gros vendu les sociétés. Hein. Il n'y a pas eu de fermeture, ça a été des ventes intelligentes aux concurrents, de façon à... Donc ça s'est passé relativement bien. Il y a eu très très peu de licenciements secs. On a enlevé 1 tiers du chiffre d'affaires. En France, on a enlevé 1500 personnes, mais il n'y a eu que 50 licenciements. Donc on a réussi à faire les choses parce qu'on a mis 5 ans à le faire. Hein, voilà. Alors après, on a eu un problème très intéressant, et on parlera sûrement de stratégie d'internationalisation. Là, le système était très simple, c'est que vous aviez Essilor était fort en Europe, il y avait un Américain qui s'appelait Sola qui était très bon, et il y avait un Japonais qui s'appelle Oya qui était terrifiant. Alors, par contre, celui qui nous gênait le plus, c'était quand même l'Américain à court terme, parce que Oya était très fort en Asie, et nous, on avait déjà des positions aux États-Unis. Alors, pour faire un peu de stratégie, il faut savoir qu'un verre, un verre ophtalmique, c'est exactement, ça se fait en 2 étapes, comme un costume. On fait un tissu qui est un semi-fini, donc c'est une ébauche de verre, dans des très grosses usines. Et il y a un deuxième niveau d'usine où on finit les verres, et c'est toutes les usines que vous avez en France. Dès que vous avez un verre Varilux, il est fini en France, près de l'opticien, parce qu'on livre 2-3 verres tous les jours à chaque opticien, pratiquement en France. Et donc, il y a 2 étages de valeur ajoutée. Et alors, l'avantage qu'on avait, c'est que Sola était l'Américain, était un champion du tissu.
Alors le coup qu'on a fait, c'est qu'on a racheté tous les confessionneurs. Et donc, entre 1995 et 2000, on a mis toutes les forces de l'entreprise, tous les cash flows, et on a racheté, alors j'ose pas dire les parts de marché qu'on a prises, mais on a commencé à prendre très vite 15, 20, 30, 40 bancs, et on a racheté les confessionneurs. Et donc on a tiré l'herbe sous le pied de cela, en changeant tous les verres qu'ils achetaient à cela vers Essilor. Et donc on a comme ça conquis le marché américain. Alors, donc on a comme ça pris une grosse position, et donc on était dans les années 98, donc là Essilor a changé complètement, puisque en 95 on était une affaire, à l'époque il y avait, je sais pas moi, il y avait 7-8 000 personnes, et donc on s'est trouvé avec 8 000 personnes américaines. Donc l'entreprise a doublé de taille, et elle est devenue américaine. Les Américains étaient en majorité. Alors ça a été extraordinaire pour Essilor, parce qu'on connaît les défauts des Américains, et on connaît leurs qualités. Et donc les qualités, c'est que ça donnait un dynamisme. Toute la puissance américaine est en marche. L'Américain a un sens d'exécution fabuleux. L'Américain est discipliné, contrairement aux Français. Donc ça a donné des tas de vertus. L'Américain pardonne l'échec, si on se remet en place. Ça fait beaucoup de bien culturellement. Hein. Alors donc l'entreprise a énormément bénéficié de l'Amérique. Après, le coup qui s'est passé, c'est que on a commencé à avoir un problème très grave, c'est que Japonais Oya, qui était une boîte absolument admirable. Donc Oya, c'est une des plus belles boîtes japonaises. Elle est dans les Japonais calculent ce qu'ils appellent les samouraïs. Ils ont les 7 samouraïs chaque année. C'est les 7 plus belles entreprises. Et Oya, depuis 10 ans, est tout le temps dans les 7. Donc c'est une des plus belles. Donc ce que fait Oya surtout, c'est que dans les ordinateurs, c'est eux qui font tous les composants. Tous les disques durs, les ordinateurs, des tas de petits moteurs, tout ça, c'est Oya. Oya, c'est un Valeo de l'ordinateur, si vous voulez. Hein, et ils ont une division ophtalmique. Donc c'est une des plus belles boîtes japonaises, des gars absolument extraordinaires. Et donc ils commençaient à être très ennuyeux parce qu'ils avaient des parts de marché extrêmement fortes au Japon. Ils commençaient pratiquement à tuer tous les concurrents au Japon. Et tous les cash flows du Japon, ils les mettaient en Europe. Donc à peine arrivés dans la position... Alors on était leader mondial, mais on était un leader mondial attaqué. Donc, donc c'était les cash flows de Oya qui cassaient tous les résultats de l'Europe. Donc c'est Delenda Est Carthago. Et donc on a eu la chance d'un jour voir les gens de Nikon. Alors vous voyez Nikon, c'est ceux des appareils de photo, qui sont venus nous voir, qui ont demandé l'alliance. Hein, alors je vous la fais courte. Hein. Et donc on s'est allié avec Nikon. Donc Nikon, c'était le plus grand concurrent de Oya au Japon. Et donc on a fait un joint venture avec eux. En gros, ils nous ont amené la position japonaise, le marché japonais. Donc on s'est trouvé comme ça avec 13% du marché japonais, alors qu'avant on était à 0,5. Et on leur a donné la puissance de nos usines, parce qu'on était beaucoup plus gros qu'eux, et nos prix de revient étaient beaucoup plus bas que ceux de Nikon, avec un très bon niveau de qualité. Et donc on a énormément appris, parce que ça nous a amené au Japon. Et on a commencé surtout à taper dans la vache à lait du concurrent. Hein. Alors là, ça a complètement tout changé, parce que là, on a commencé à pas déstabiliser, parce qu'il est tellement costaud. Je ne sais pas si vous connaissez Martin Nagler, qui était un boxeur extraordinaire. C'est un gars, on pouvait taper dessus, on ne pouvait pas le mettre KO. Impossible de taper, il prend tous les coups. Donc c'est une des plus belles boîtes que j'ai vues de ce point de vue-là. Donc on a quand même commencé ça lui a fait un coup quand on arrivait, on était le renard dans le poulailler. Bon. Et alors la grande chance qu'on a eue, c'est qu'on s'est rendu compte, si vous voulez, que Corée et Japon c'est pareil. Alors il faut que vous fassiez la géographie, prenez un compas, vous le piquez au bas du Japon, vous prenez un rayon de 900 km et vous allez voir Tokyo, Séoul, Shanghai, Taipei. Personne ne réalise ça. À quel point, vous voyez, donc vous avez la Corée, le Japon, Taïwan et la partie la plus riche de la Chine, c'est un compas de 1000 km. C'est même pas un bout de l'Europe. Et là, vous avez tout le fric du monde. C'est ça le centre du monde. Bon, alors, grâce à ça, on est rentré en Asie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a d'abord tout de suite vu la Corée, parce que Oya avait une position extrêmement forte en Corée, et on a refait le coup. On s'est allié avec son pire ennemi. Alors là, on a eu beaucoup de chance. On est tombé sur une famille coréenne, famille toujours, hein, la famille Lee. Alors, c'est une famille qui avait fait fortune parce que le grand-père Lee avait le monopole de la distribution du gasoil à Séoul. Et c'est une famille extrêmement intelligente, c'est des Coréens, ils avaient formé les enfants aux États-Unis. Donc la génération avec qui je discutais, c'est des gens qui avaient été formés MIT, Stanford et tout. Donc déjà, on commençait à bien se comprendre. Hein. Et donc, on s'est vite entendu, et on a fait un JV. Alors, l'histoire dans le bouquin, lisez-le, l'histoire est vraiment d'anthologie, je dois aller vite là, et peut-être qu'on pourra en parler plus tard. Mais en gros, on s'est alliés à 50-50.
Et alors là, ça a été deux choses. Ça nous a permis de remonter au Japon, en Corée. Donc, si vous voulez, sur les deux gros points de force d'Oya, Japon, Corée, on était à égalité avec eux. Et puis, ça nous a amené à un truc de plus important, c'est que les verres ophtalmiques, c'est comme les voitures, si vous voulez, c'est segmenté entre les hauts de gamme, les moyens de gamme, les bas de gamme. Vous avez ton Porsche, Audi, Volkswagen, Skoda. Et les Coréens, ce sont les meilleurs producteurs du monde. Ils ont des gènes qui font qu'ils sont supérieurs à n'importe qui dans le monde en production. Par contre, ils produisent à des niveaux assez sobres. Un Coréen ne va pas faire de l'Audi. Un Coréen va faire de la Volkswagen. Bon. Et donc là, on est devenu d'un seul coup leader mondial des pays, des entrées de gamme. Et alors pour moi, ça a été intellectuellement absolument capital parce qu'on avait le péril jaune. C'est en Europe, il y a toujours le péril jaune. Hein. Et ils sont extrêmement forts. Et là, d'un seul coup, on était assis dans le gars qui pilote l'attaque de l'Europe. Et donc d'un seul coup, toute la crainte, pour moi, c'est devenu la tranquillité. Alors, ça a été très très important pour nous parce qu'on s'est rendu compte à quel point les Asiatiques étaient rentrés en Europe et aux États-Unis. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a racheté tous les distributeurs américains, européens et de tous ces gens-là. Et donc, on a créé un réseau, un deuxième Essilor. Donc, il y a l'Essilor que vous connaissez. Et on a créé un deuxième Essilor autour de Kemi, le coréen, qui nous a complètement bétonné dans l'entrée de gamme. Et alors, moi, ça a été intellectuellement capital parce que d'abord on était complètement mondiaux, donc on avait l'Amérique, l'Europe et l'Asie, et en plus, moi le casse-tête qui était l'entrée de gamme était résolu puisqu'on était instantanément leader mondial. Donc ça a été un moment. Alors après, ce qui s'est passé, c'est arrivé très naturellement, c'est qu'on avait eu la sagesse d'attaquer Chine et Inde en 93-94. Hein, donc je fais un petit flashback. On avait commencé à mettre des usines en Chine et en Inde, donc c'est des petites affaires. Et évidemment, elles ont cru. Alors, pour vous dire, l'Inde, ça a été du 35% de croissance organique par an pendant 15 ans. Donc là, aujourd'hui, on a 8500 personnes alors qu'on en a 3500 en France. Donc l'Inde, c'est presque 3 fois la France, aujourd'hui, en effectif. Et la Chine a cru à peu près la même vitesse, et on a 6500 personnes en Chine. Donc, évidemment, on a eu une très grosse chance, et mon successeur Sagnières, en tant que DG, évidemment, lui connaissait l'Amérique. Alors, il était excité parce que c'est un homme, c'est un conquérant. Et donc, évidemment, il a vu la Chine et l'Inde. Et donc, on a réussi dans les 2 dernières années à racheter des très belles sociétés en Chine. Et donc, là, maintenant, la maison a des positions extrêmement fortes. Et on a pu faire ça parce qu'on avait déjà pas mal de monde, des dirigeants qu'on pouvait mettre à la tête de ces boîtes, etc. Donc si vous voulez, moi, la mondialisation, ça a été pour Essilor et pour moi-même un enrichissement absolument extraordinaire. Sur le plan des business, d'abord de la taille, ensuite des modes de management, et puis ensuite sur les produits. Alors, je voudrais beaucoup insister là-dessus, je vais prendre un petit exemple et on en parlera plus tard. Essilor a grimpé en produits parce qu'on s'est constamment tombé sur des os. Par exemple, si vous voulez, les Chinois, les Japonais par exemple, ils lisent comme ça. Nous, on lit comme ça. Bon, un progressif calculé pour lire comme ça ne marche pas quand vous lisez comme ça. Donc il y avait une barrière technique, vous comprenez ? Comment est-ce qu'on a fait ? On est rentré au Japon en disant si vous lisez anglais, c'est des Varilux. Et on a travaillé sur des Varilux qui permettent de lire comme ça. Mais on a eu l'entrée. Et ça, par exemple, les Indiens, si vous voyez les mouvements de tête des Indiens, les Indiens font une tête comme ça. Faites un Varilux avec des gens qui bougent la tête comme ça. Donc on a résolu le problème, vous voyez. Et donc les produits ont grimpé grâce à l'affrontement des pays. Par exemple, vous ne savez peut-être pas, mais tous les Chinois ont des yeux trop gros. Beaucoup trop gros. Ils sont tous myopes. Quand vous êtes myope, s'il y a des myopes dans la salle, vous avez des verres épais au bord. C'est pas beau. La seule façon de les épaissir, c'est des hauts indices. Donc il faut rentrer dans la chimie de hauts indices de réfraction. Donc le marché japonais nous a obligés à remettre à plat toute notre chimie pour faire des hauts indices. Et évidemment, un verre mince, c'est beaucoup plus joli. On voit mieux à travers un verre mince qu'à travers un verre épais. Bon. Donc on a progressé. Et donc, si la mondialisation, ça a été pour nous une amélioration de produit. Et puis alors, la lutte avec les concurrents, il n'y a rien de mieux pour faire avancer. Et il faut savoir qu'un concurrent, c'est la personne qui vous tire. Alors je prends l'exemple toujours de Federer et Nadal, parce que moi je suis foot tennis, donc dès que j'ai un moment libre, je claque, je vais plus lentement, donc dès que je suis un peu de temps libre, je prends YouTube, je tape Federer et je regarde Federer jouer. Pour moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Et si vous voulez, Federer est un homme exceptionnel parce que c'est un gars de Bâle, c'est un Suisse de Bâle. Bon. Très bon intellectuellement, il aurait pu rester à Bâle, il aurait gagné tous les tournois.
Et il y a une mouche qui l'a piqué en disant « Je vais défier Pete Sampras ». Hein, bon. Alors, je ne sais pas si ceux qui aiment le tennis, je vous conseille de regarder, il y a un DVD qui retrace la montée de Federer. Et on voit les premières claques que s'est pris Federer en se confrontant à Pete Sampras, qui est un joueur exceptionnel. Et puis vous voyez après, l'année d'après, il se reprend une claque, mais elle est moins nette. L'année d'après, la partie dure plus longtemps, et au bout de 4 ans, il bat Federer. Et donc, enfin, il bat Sampras. Bon, très bien, vous écoutez, c'est formidable. Bon, ça me rassure, là, c'est bon. Et alors, si vous voulez, Nadal, par exemple, Nadal n'existe que parce qu'il y a Federer. Federer n'existe. Bon, ben, très bien, bravo, très bien. Donc, Federer n'existe que parce qu'il a Nadal. Nadal n'existe que parce qu'il y a Federer. Et Siller n'existe que parce qu'il y a le concurrent. Alors, je vous raconterai une histoire formidable. Parce qu'il faut que je fasse 1 heure. Hein. Bon. Un jour, Sato, le patron de Hoya, m'appelle. Alors, je me rappellerai toute ma vie, c'était 2006. Alors, en fait, je n'ai jamais rencontré Sato. Et Sato a été nommé patron d'Hoya le même jour que moi, directeur général des Siller. Donc, on se connaissait. Alors, il me dit, Fontanet, je veux vous voir. Bon, alors moi, je me dis, catastrophe. C'est une mauvaise nouvelle. Alors, il faut vous dire qu'on avait fait la JV Nikon et Siller en 2000. Et avec la JV Nikon et Siller, on avait pris un gros avance sur Hoya. 2006, je me dis, je suis sûr qu'il m'annonce que Hoya a acheté Zeiss. Zeiss, c'est le gros concurrent européen. Et donc, j'ai passé un dîner épouvantable. Donc, il va. Alors, il savait en fait que je venais au Japon, puisque je vais au Japon 3-4 fois par an. Et donc, il m'invite dans un restaurant, c'était en décembre. Je vais avec quelqu'un qui est là, qui est Chérier, le patron de l'Asie, parce que quand 2 PDG se rencontrent, il faut toujours après un avocat, parce que sinon on peut raconter qu'on s'entend. Bon. Donc, il y avait quelqu'un qui était présent. Et j'arrive dans le salon, je me dis, ça y est, je passe la plus mauvaise soirée de toute ma vie chez Siller. Il s'assoit, on commence à manger, puis il me dit, Fontanet, je vais vous dire un truc que j'ai dit à personne. Aïe, aïe, aïe. Bon. Je pars en retraite. Ouf. Maintenant, je voulais que vous soyez le premier à l'apprendre. Alors, le seul qui le sait avant moi, c'est le grand chairman de Nikon, Suzuki. Le grand chairman de Hoya, Suzuki. Vous êtes le deuxième à le savoir. Maintenant, je voulais vous dire un truc. Je vous connais beaucoup mieux que vous croyez. Depuis 15 ans, tous les jours, je sais où vous êtes. Tous mes commerçants me disent où vous êtes. Je vous trace tous les jours. Tous les matins, je me lève en disant, Fontanet, je tue Siller, donc je casse Siller, je tue Fontanet. Vous avez été ma raison de vivre. Maintenant, je vais vous dire, je me sens plus proche de vous que de la plupart de mes amis, même japonais. Alors moi, je vais vous dire, j'ai pleuré. Donc on était dans un grand restaurant. Si il n'y avait pas eu des voisins, je crois que je l'aurais embrassé. Bon. Il y a mon copain Chérier, pleurait comme moi. Bon. Alors on laisse passer 1 minute, et je vais dire, Sato, je vais vous dire un truc que j'ai dit à personne. Sans vous, on n'aurait pas fait Siller. Alors si vous voulez, c'est tout ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, votre plus grand concurrent, quand vous êtes intelligent, c'est en fait la personne qui vous permet de grandir. Oui. Alors donc je crois que c'est une chose très importante à dire aux jeunes, parce qu'on abîme la concurrence, on la dévalue, si vous voulez, alors que c'est en fait, quand on sait l'apprendre, c'est la chose la plus importante. On apprend des concurrents. Et alors moi, j'ai toujours appris de mes concurrents. Je suis plus sensible à étudier les concurrents que les marchés. Personnellement, en stratégie, je n'étudie pas les marchés. Par contre, je décortique le concurrent, c'est que je rentre dans la tête du concurrent et j'arrive à imaginer ce que lui imagine sur moi. Alors ça, c'est le petit message, on pourra en discuter après. Et donc, c'est pour ça que je veux faire un bouquin, d'ailleurs. La suite sera un cours de stratégie, c'est pour apprendre uniquement ça. Comment on bénéficie du concurrent. Parce que chacun grandit. Hein. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'histoire des Siller. Alors, troisièmement, on va terminer, puis on est aux questions. Alors, moi, je vais vous dire ma conviction absolue. C'est que les Français c'est un peuple extrêmement doué. Hein, je vous disais que Napoléon, moi j'aime beaucoup la lecture des grands hommes, il y a Napoléon et De Gaulle, c'est vraiment des gens à lire. Je pense que les chefs d'entreprise, il faut absolument lire tout ce qu'a pu écrire Napoléon. Il y a un très beau livre qui s'appelle Napoléon et le management.
Alors, Napoléon est un homme assez épouvantable. Je préfère beaucoup De Gaulle à Napoléon. Napoléon, le gros défaut de Napoléon, c'est qu'il méprisait les hommes. Enfin, à part ses maréchaux, il avait quand même une vision de l'humanité, on était un peu des pions. Hein. Par contre, il a quand même un sens du management assez exceptionnel. Et Napoléon disait que les Français, c'était de très loin les meilleurs soldats. Et Napoléon avait quand même commandé un peu tous les peuples. Et il disait, le problème des Français, c'est que quand on a une bataille, moi, j'explique à mes soldats la grande stratégie. Je ne leur dis pas, tu fais ça dans ton coin. Je leur dis, voilà le plan, vous gardez le truc pour vous, voilà où on va aller. Maintenant, je vous fais confiance à chacun. Vous savez quelle partie vous devez jouer dans la bataille. Et les soldats disaient, Napoléon, on a pigé, fais pas de soucis, on sera au rendez-vous. Je crois que les Français, c'est des gens qui ont besoin, ils sont tellement intelligents qu'il faut tout leur raconter. Et quand on a tout raconté, à ce moment-là, ils assument et disent au chef, t'en fais pas, on l'a compris, on y va. Ce n'est pas des gens qu'on peut diriger comme les Américains ou les Allemands. Hein. Les Allemands ont des qualités exceptionnelles par rapport aux Français, mais les Allemands, c'est des gens qui sont beaucoup plus disciplinés. Et donc, ou les Japonais, c'est pareil, c'est des gens disciplinés. Il faut du consensus avec un Japonais, mais il faut aller assez loin dans l'exécution. Alors que le Français, il est plus sensible. Alors je pense que c'est le mot confiance. C'est le mot confiance. Hein. Alors, le talent du Français, pour moi, c'est assez clair. C'est l'envers du défaut. Le Français désobéit. Le Français est le peuple le plus désobéissant du monde avec les Chinois. C'est inimaginable ce que le Français désobéit. Et puis le Français a un sens critique. C'est-à-dire que le Français est très fatigant parce qu'il a un sens de casser tout. Mais les deux, c'est l'envers d'une qualité. C'est-à-dire que la désobéissance, c'est l'envers de l'initiative. C'est que Talleyrand disait, une initiative, c'est une désobéissance qui a réussi. Donc le Français est très désobéissant, il peut prendre l'initiative. Hein, il a une capacité de trouver des solutions. Il a deuxièmement un esprit critique épouvantable, mais c'est aussi une très grande esprit d'analyse. Le Français est très malin. Alors le problème, c'est que souvent, ça se tourne en destruction. Alors si ça reste une destruction, mais si on arrive à utiliser ce talent et en faire une force, donc le Français est doué. Quels sont les domaines dans lesquels les Français sont doués? Alors on va voir, on parle des filières. Vous savez, alors, je pense que moi je ne suis pas convaincu des stratégies de filières qu'on voit dans les journaux. Mais regardez où les Français ont réussi. Alors prenons les grandes boîtes qui ont réussi. Prenez EADS. Bon, on a quand même toute la filière avec Dassault. Faire des bons avions, c'est quand même des systèmes dans lesquels, c'est comme les bateaux à voile. Beneteau, c'est du calcul, il faut des matheux. Bon, Beneteau, c'est sûr qu'il y a Finot, derrière les coques Beneteau, il y a Jean-Marie Finot qui est un grand matheux. Hein, bon. Et après, les architectes, mais il y a au départ du calcul et de l'intuition. Vous avez ça dans les coques de bateau, vous avez ça dans les avions, vous avez ça dans les verres ophtalmiques. Les progressifs, c'est aussi compliqué, sinon plus qu'une coque de bateau, à calculer. Et M. Mettenard, c'est un cérébral, mais qui a beaucoup d'intuition. Donc il est capable de jouer avec les équations. Mais il est capable de faire des équations. Regardez les assurances. Les assurances, c'est des mathématiques et de l'intuition. Bon, les Français, bon, pour le pire, plus que pour le meilleur, tous les calculs dérivés, bon, c'est les Français derrière, hein. Tous les grands banquiers américains ont été piqués des gars à la sortie de l'X et de l'X, etc. Alors, il se trouve que pour des raisons, ça a dérapé. Mais le Français a un talent exceptionnel. Quand il y a un problème, quand il faut avoir de la clarté, être capable de voir des concepts et jouer avec de l'intuition. Hein, ça, c'est un... Regardez les ponts et chaussées. Français, leaders mondiaux, ponts et chaussées. Faire un pont, ça demande d'être très fort en maths, mais vous n'avez jamais deux fois le même pont. Le japonais et l'allemand, ils sont dans des domaines comme ça, ils sont perdus. Là où ils nous écrasent complètement, c'est que quand un métier est bien défini, à ce moment-là, ils sont capables d'améliorer par des détails et de la qualité mieux que nous. Et moi, je pense qu'on aura beaucoup de mal à battre un Allemand ou un Japonais sur une machine-outil compliquée, parce qu'ils ne sont pas tout à fait faits comme nous. Par contre, nous, par exemple, la flotte, regardez, leader mondial, on est archi écrasant en flotte. GDF Suez, là, qui avait le prix avec nous sur la Chine, ils sont écrasants en flotte. Mais l'eau, c'est un problème qui n'est pas du tout défini. C'est encore des sciences qui sont un petit peu à l'origine. Vous voyez, c'est encore un peu foutoir. Regardez ce qui s'est passé avec le Tour du Monde. Perron, vous avez 45 jours pour le Tour du Monde, c'est phénoménal. C'est un truc de Français. Mettez un Allemand là-dessus, incapable d'y arriver. Parce qu'il n'est pas fait. Un Français dessus, il se débrouille. Et vous voyez, et donc, en fait, c'est ça le talent. Et c'est ça qu'il faut utiliser dans le monde entier. Hein. Donc il ne faut pas avoir de complexe, il faut être. La deuxième idée que je voulais dire, c'est que ce que je dis est complètement incompréhensible, je pense, mais le monde n'a jamais cru aussi vite.
Si vous prenez... Cru aussi vite. Ben oui. Parce que vous avez en gros 60% du monde qui croit à 0, d'où la crise, et 40% qui croit à 10. Donc 60% par 0 plus 40% par 10, ça fait 4. Le monde économique a cru à 1,5. On est actuellement mondialement dans la plus... Bon, je ne vais pas parler de ma maison, mais la maison fait du 9-10, quoi. Volume. 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 Donc en fait, le monde n'a jamais cru aussi vite. Hein. Donc ça veut dire qu'il suffit d'aller capter la croissance, mais elle est là. Hein. Donc il ne faut pas non plus se faire... Et surtout les jeunes, c'est très important de leur dire que ça croît. Probablement, il faut que certains s'expatrient. Hein. Il faut peut-être que nos sociétés envoient des commerçants avec femmes et enfants, je pense qu'il faut. Alors, je crois que le tout, et je terminerai là-dessus, c'est le problème de confiance. Hein. Vous avez cru que les Français, je pense que le Français, c'est un peuple qui a besoin de travailler en confiance. Hein. Alors, s'il y a un bouquin acheté avec le mien, c'est le bouquin de Perfit. Combien de vous connaissez Miracle en économie? Société de confiance. Eh bien, écoutez, Yves, écoutez, alors, je vous les offre tous, tiens. C'est le Miracle en économie de Perfit, c'est le plus beau bouquin qui a été écrit sur la confiance. Qu'est-ce que la confiance? Hein? Alors, en fait, mon livre est un petit peu... Alors, Alain Perfit. Ah, j'ai dit Roger? C'est formidable, vous écoutez. Ah, j'ai rien dit. Donc, c'est Alain Perfit. Hein? Miracle en économie. Alors là, je vais vous dire, et vous allez voir, il aurait été en Vendée, il aurait mis la Vendée. La Vendée est un monde de confiance, en fait. Hein? Ici, c'est un monde de confiance. C'est une poche de confiance en France. Alors, qu'est-ce que la confiance? Et je terminerai là-dessus, si ça vous va. Qu'est-ce que la confiance? Alors moi, si vous voulez, la confiance, c'est un truc qui m'a complètement obsédé depuis très longtemps. En fait, je me suis intéressé à ça, depuis 2000. Parce que quand Essilor est rentré au Japon, pour être complètement honnête, l'entreprise m'a échappé par la taille. J'ai dû changer complètement mon mode de management. Jusqu'avant qu'on aille au Japon, j'étais encore avec des listes. Hein, donc j'avais mes petites listes, vous savez, tous les matins, j'avais ma liste de 15 ou 15 trucs à faire. Et puis donc j'appelle tout le monde, fait, pas fait, etc. Vous voyez, au même comité exécutif. Bon, quand l'entreprise a commencé dans tous les continents, là, moi, ça a disjoncté complètement. Et donc, je suis passé à un mode dans lequel j'ai complètement fait confiance au management. Et je suis passé dans un rôle d'inspirateur. Alors, je suis connu chez Essilor, j'ai managé avec des bouquins. Donc, j'achète des bouquins par 50 ou 100. Donc, si vous avez été dans mon bureau il y a 5 ans, c'était rempli de piles de bouquins. Tous les expats venaient et je donnais les bouquins. Alors, j'ai donné du Perfit, du De Gaulle, du Churchill, du Göring, tout ce que vous imaginez. Et tout tournait autour du mécanisme de confiance. Alors, qu'est-ce que la confiance? Pour moi, c'est un truc, c'est un mystère, mais on va dire que ça existe, donc je préfère l'appeler miracle. Perfit avait le bobo. C'est un miracle parce que ça existe. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un truc compliqué. C'est 3 choses en même temps. C'est confiance en soi, c'est confiance dans les autres et confiance dans la stratégie. Alors, confiance en soi, vous comprenez bien, c'est que quand votre entreprise, toutes vos entreprises sont forcément leaders de quelque chose. Pas forcément mondial, vous êtes forcément leader. Parce que quand on est dans quelque chose. Hein. Bon, quand on est leader, quelque part, on a intérêt à être bien dans sa peau, puisque tout le monde est contre vous. Quand vous êtes leader mondial, il vaut mieux que les équipes soient bien dans leur peau. Regardez Federer. Vous savez, Federer, quand il a confiance en lui, il est imbattable. Quand il perd, c'est que quelque part, il est agacé par un revers qui ne marche pas. C'est un problème de confiance. Moi, j'ai beaucoup joué au tennis quand j'étais tout petit. Bon, mes parents m'avaient arrêté pour les études. Bon, je pense qu'ils ont bien fait. Je me rappelle très bien. J'ai bien joué jusqu'à 13 ans, même au niveau français. C'était que psychologique. Quand j'étais sûr de mon revers, je gagnais à tous les coups. Quand je n'étais pas sûr, je perdais. Et donc, c'est une histoire de psychologie. Donc, il faut être bien dans ses pompes. Alors, après, le problème, c'est le problème du loup solitaire. Il y a des gens qui sont très confiants en eux, mais qui ne peuvent pas faire confiance aux autres. Hein? Alors là, c'est des gens qu'il faut mettre dans les entreprises individuelles. Hein? Il en faut. Mais dans une équipe, on a besoin de dépendre des autres. Et il y a des gens qui sont incapables de travailler si leur performance dépend de la performance des autres. Bon, c'est très difficile de travailler ce sujet. Et donc, en fait,
Dans une entreprise comme Essilor, si les gens n'ont pas confiance dans les autres, ils ne peuvent pas réussir. Parce qu'un vendeur dépendra de la qualité du produit, des R&D. Et donc, il faut être capable de jouer en équipe. Et ça, c'est pas facile. Mais ça ne suffit pas. Parce que quand vous avez des gens intelligents comme les Français, quelles que soient les qualités humaines, hein, d'empathie et tout ça, si vous envoyez les gens sur une mauvaise stratégie, ils le savent. Les erreurs stratégiques, c'est dans les usines, les délégués vous disent tout de suite, vous êtes planté. Moi, je le sais très bien. Ils le savent aussi bien que la direction. Ce qui veut dire que pour tenir ce miracle de la confiance, il faut une bonne stratégie. Vous pouvez avoir des bonnes stratégies et travailler à la trick. On peut. Je pense que quand vous êtes leader mondial, c'est impossible. Parce que quand vous regardez Federer, son coach n'est pas avec un bâton. Hein. Si on lui tape sur le dos quand il perd un set, le gars, il vire l'entraîneur. Hein. Bon. Donc, en fait, il faut travailler aussi sur la confiance à long terme. On peut, à court terme, travailler par la peur, mais ça ne marche jamais. Hein. Et je sais, par exemple, une des chances d'Essilor, et d'ailleurs, certains concurrents me l'ont dit, c'est que le management sur la confiance, à long terme, écrase les managements électriques. On a battu des boîtes, on avait des types plus forts en face de nous, sur le plan technique et sur le plan stratégique, mais ils menaient les gens à la trick, ce qui fait qu'ils perdaient en exécution, ce qui gagnait en... Donc il faut vraiment du management. Et c'est là où la stratégie est capitale. Sans une bonne stratégie, vous n'arrivez pas à garder une équipe de tête. Voyez. Et donc c'est ce miracle des trois. Hein. Alors je crois que c'est un peu ce miracle qu'on a en Vendée. Hein. Et je terminerai là-dessus parce que je pense qu'effectivement il y a une capacité. Bon, la Vendée, vous disiez, c'était très beau ce qui a été dit par le président du Conseil général. C'est un pays à souffert. Vous n'avez rien demandé aux autres, vous débrouillez tout seul, un peu comme Essilor, mais il y a une bonne ambiance, il y a une bonne ambiance d'équipe, vous êtes bien dans votre peau parce que vous pouvez être fier de vos boîtes, hein. Il y a de très très belles boîtes, et puis il faut garder ce climat qui est un trésor, hein, parce que beaucoup de choses sont faites aujourd'hui pour casser la confiance. Hein. Construire c'est facile, casser c'est difficile, donc ça on pourra discuter de tout ça, et donc c'est un mystère mais c'est un miracle, hein. Donc lisez Alain Perfit, hein. Lisez le bouquin de Perfit, et puis merci Yves. Bon, je sais pas combien de temps j'ai fait, mais c'était à peu près ça. Hein. Voilà, merci.